Bonjour, je suis Jean-Michel Garac, bienvenue sur mon podcast Happycom, le podcast qui vous permet de devenir une meilleure version de vous-même. Aujourd'hui, c'est une nouvelle interview et j'ai pu interviewer Virginie Christen. Qu'est-ce que nous allons voir, qu'est-ce que vous allez entendre plutôt, on ne voit pas, c'est une interview, c'est de la radio, c'est du podcast. Vous allez écouter Virginie et qu'est-ce qu'elle va nous dire ? Elle va nous parler de philosophie, on va parler de Confucius, d'épithètes, on va entendre du Calliope, on va entendre de la FES, de la formation, du conseil, plein de choses, c'est très très riche. On a réussi franchement à faire encore une fois une belle interview. Donc je vous en dis pas plus et je vous laisse tout de suite à l'instant avec Virginie. Bonjour Virginie, écoute, tout d'abord, merci d'avoir accepté mon invitation à cette interview. Bonjour Jean-Michel, merci à toi. Écoute, comme pour tout le monde, avant de commencer, est-ce que je te harcèle de questions ? Est-ce que tu pourrais, pour nos auditeurs et nos auditrices, nous faire une petite présentation de qui est Virginie Christen ? Qui est Virginie Christen ? C'est une belle question ça. Donc, d'un point de vue, on va dire professionnel, je suis dirigeante d'un cabinet conseil qui s'appelle Opens, que j'ai cofondé il y a déjà de ça presque 3 ans maintenant, avec mon associé Yann. C'est un cabinet qui s'occupe des ressources humaines, de la qualité et du digital. Et donc, je suis amenée depuis plusieurs années à réaliser des missions de conseil auprès d'entreprises et de particuliers, en tout cas sur les volets RH et qualité, puisque mon associé s'occupe de la partie digitale. Et qu'est-ce qu'il fait dans la partie digitale ? Qu'est-ce que lui, il fait du coup ? Alors lui, en gros, son maître mot, c'est un peu aussi le nom du cabinet, c'est de travailler sur des outils mutualisés libres de droit, open source. Donc une de ses spécialités, c'est d'aller identifier les solutions les plus adaptées pour pouvoir faire pour que les entreprises puissent s'organiser au mieux. Donc il va proposer des solutions, des ERP, des solutions de gestion de documents, des solutions de mutualisation de connaissances, principalement open source pour les TPE, pour qu'elles puissent s'organiser au mieux. Donc on est un peu sur un aspect de transition digitale ou de digitalisation, ça dépend comment on peut l'exprimer, d'entreprises qui souhaitent amorcer des politiques de télétravail, des politiques de mutualisation de documents. Voilà. Ok, écoute, merci pour toutes ces précisions. Allez, je vais aborder mes petites questions et je commence par un truc que j'ai vu dans ton profil LinkedIn où tu nous dis que Confucius avait plus que raison. L'homme sage ne fait jamais rien sans conseil. Est-ce que tu peux nous en dire plus, s'il te plaît ? Oui, avec plaisir. Ça fait partie un peu de mon leitmotiv en fait. Et une des raisons pour laquelle je travaille dans le conseil depuis le début de ma carrière. Je pense qu'on y reviendra un petit peu plus tard. Mais je pars du principe que un appui extérieur, ça peut apporter beaucoup dans une réflexion, dans ses décisions, dans ses actions. Pour moi, être conseiller, c'est également en fait confronter son propre référentiel, sa vision, ses certitudes avec quelqu'un d'autre qui a une expertise sur un sujet. Du coup, on pourra se nourrir de cette expertise et pour le coup, j'estime grandir en conséquence. Voilà. Donc, vouloir tout résoudre par soi-même, ça me semble un peu impossible aujourd'hui. En plus, il y a tellement de champs d'activité et de complexité dans notre monde actuel. Donc, le fait d'être conseillé, ça permet aussi d'aller dans une logique pour moi de productivité, de gain de temps, de sérénité. Voilà. Et c'est savoir se reposer avant tout sur quelqu'un qui va pouvoir nous aiguiller et choisir au mieux comment on peut utiliser tel ou tel conseil. D'accord, ok. Alors, et du coup, je vais rebondir là-dessus. Pour toi, est-ce que le conseil, c'est ouvert à tout le monde ou c'est plutôt réservé au cadre supérieur, aux chefs d'entreprise, de PME, voire carrément de grands groupes, quoi ? J'adore ta question parce que pour le coup, pour moi, le fait d'être conseiller, si on repart sur cette étymologie, c'est ouvert à tous. On peut tous être conseillés dans un domaine particulier. Puis si tu réfléchis un petit peu au monde qui nous entoure et puis à notre quotidien, on est finalement tous conseillés à un moment donné dans un domaine particulier. Tu vas aller aujourd'hui d'ailleurs en boutique, en magasin, plus que sur Internet pour aller trouver l'aspect conseil.
au-delà de l'achat d'un produit ou autre. Donc, au final, d'un point de vue global, pour moi, oui, le conseil est ouvert à tous. Après, le conseil que moi je réalise, je pense pas qu'il s'adapte à tous les profils, parce que ça peut ne pas intéresser certaines personnes qui n'auraient pas besoin d'être conseillées dans de la gestion, dans de l'organisation, dans des choix de management, etc. Donc, de mon côté, je travaille principalement avec des chefs d'entreprise de TPE, PME ou des cadres supérieurs. Mais ça, c'est relatif à mon domaine d'activité. Mais par contre, le domaine du conseil, oui, pour moi, il est ouvert à tous. Donc oui, donc c'est plus une histoire voilà, de spécialisation ou de cible, mais n'importe qui peut, après j'irai même plus loin, hein, parce qu'on se rejoint là-dessus, devrait se faire conseiller, parce que tu as dit quelque chose qui m'intéresse, c'est gagner du temps. Le consultant fait gagner du temps. L'expérience, c'est ça? C'est l'objectif. S'il en fait perdre, pour le coup, c'est qu'il est pas bon. Et donc, ce qu'apporte un consultant, ça va être quoi? Plutôt son expérience, plutôt sa méthodologie, ou les deux, je sais pas. Alors c'est une question qu'on me pose souvent. On rebondit un peu sur l'intérêt de faire appel à un consultant en fait. Hein. Du coup, qu'est-ce que je vais, pourquoi cette personne, pourquoi un autre c'est vraiment une question fondamentale. Pour moi, un consultant, il apporte surtout de la clarté. Il apporte de la clarté sur un ou plusieurs sujets qui va permettre à la personne conseillée d'agir en ayant une bonne maîtrise systémique du sujet. Voilà. Pour moi, apporter de la clarté sur une expertise, une expérience, une méthodologie selon les domaines, c'est ce qui compte dans le conseil. Et pour le plus beau compliment qu'on puisse me faire, c'est me dire merci, c'était très clair. Je me dis, je suis arrivée à expliquer quelque chose qui, pour le coup, s'avère être complexe, puisqu'on a demandé mon opinion, mon expertise, mon avis, mon appui sur ce sujet-là, et qu'à la fin, on me dise, merci Virginie, c'était très clair. Je sens deux choses. Déjà, que j'ai une utilité à ce moment-là, donc je suis le maillon d'une chaîne globale. Et deuxièmement, que la personne, elle est soulagée. Elle avait un problème en venant me rencontrer, et elle repart avec une solution. Cette solution, ça peut être, au final, une compréhension d'un sujet. Donc pour moi, la clarté, je peux te dire que c'est la base du conseil, et on pense que c'est facile, mais non. Sur certains sujets, je pense notamment des sujets de droit du travail, de droit social, de qualité, on touche à des domaines où ce n'est pas tout le monde qui peut le comprendre du premier coup, parce que c'est complexe, parce que les termes utilisés sont pas des termes du quotidien, et à un moment donné, des fois, on se pose la question si on a bien compris ce qu'on a lu, et quand quelqu'un arrive à nous le vulgariser sans perdre finalement, si tu veux, l'authenticité, hein, la véracité du sujet, c'est un gain de temps, c'est une sérénité, c'est un soulagement. Alors, tu vois, c'est génial que tu dises ça, parce que quand je fais mes séances, pareil, moi, de conseil, parce que je suis comme toi, consultant, ma première étape, c'est faire la clarté. C'est, voilà, j'ai intitulé ça, faire la clarté. Et c'est vrai que des fois, il suffit de pas grand-chose. Récemment, voilà, j'ai conseillé une personne qui cherchait un emploi, qui avait juste un doute. Et ben voilà, comme tu dis, voilà, ben merci, je vois plus clair dans mon projet, dans ce que je vais faire. Et ben voilà, comme toi, hop, je suis sur un petit nuage, je suis content, voilà. J'ai réussi voilà, à faire la clarté à quelqu'un, c'était génial. Et je pense qu'il y a un point qui est important à soulever là-dessus aussi, parce que peut-être que ça t'arrive à toi aussi, où les gens ont parfois la différence entre la différence à faire entre un coach et un consultant, entre du conseil et du coaching. Est-ce que tu pourrais nous expliquer pour toi la différence? Oui, enfin oui. Déjà, bon, premièrement, moi je ne suis pas coach, je me définis pas comme étant coach. Donc toutes mes excuses par ailleurs, si l'explication que je vais donner peut rester superficielle sur le sujet. Donc pour moi, l'important c'est pas d'abord faire la différence entre une prestation de coaching ou une prestation de conseil. Hein. C'est plutôt de savoir quand les mobiliser. Et pour le coup, là, je vais rebondir sur une explication qui n'est pas la mienne, mais qui a été que j'ai trouvée récemment sur un réseau qu'on connaît bien tous les
les deux, hein, qui est LinkedIn, d'une personne que je pense est dans notre réseau commun qui s'appelle Julie Tournemine, et qui justement a eu une définition très très claire sur le sujet. Et donc elle a expliqué, et je vous remercie pour son post, hein, pour le coup on parle de clarté, mais pour vous son post était très clair. Et elle a expliqué que le coach clarifie un objectif, lève les freins et surtout met en mouvement. Il s'appuie principalement sur la personne, sur ses ressources, sur ses croyances, ses moteurs, etc. Il ne sait pas à la place de la personne, mais il fait en sorte de poser les bonnes questions pour que la personne puisse atteindre son objectif. Donc ça, c'est sa définition du coach. Et elle rebondit en disant, le consultant, il donne un avis éclairé, empreint d'une expérience, d'une expertise sur un sujet qu'il maîtrise. Il pose un diagnostic, il propose des solutions qui sont normalement éprouvées, qui sont les siennes ou qui sont d'autres solutions pour le coup, et c'est à la personne de les appliquer. Voilà. Elle conclut aussi avec une image et je la trouve parfaite. Donc je la remercie encore une fois. Hein. Elle parle justement du fait que si on a un clou et un marteau, on n'a pas forcément besoin d'un coach en bricolage. D'ailleurs, elle rebondit sur le fait que le coach en n'existe pas. On a plutôt besoin soit d'un formateur pour apprendre à manier le marteau ou d'un conseil pour vous dire où planter le clou. Et je trouve que ça illustre tout. Enfin, ça répond parfaitement à ta question. Alors, ce n'est pas de moi, hein, tu vois, je ne m'approprie pas les dires des autres, mais je trouve que c'est tellement bien résumé que j'avais envie de le mettre en lumière aujourd'hui. Ouais, bah écoute, ouais, j'aime beaucoup. J'irai voir son post, voilà, pour le voir en entier. Mais c'est vrai que voilà, c'est vrai que c'est nettement plus clair et moi régulièrement, voilà, on fait la différence. Non, je ne suis pas coach, je suis consultant et voilà, il faut préciser un petit peu les choses là-dessus. Mais on va rester là-dessus puisqu'on touche à l'humain quand on va donner du conseil, quand on fait du coaching. On va rentrer quand même dans l'intimité des gens. Les gens doivent se livrer. Comment faire confiance à un coach ou à un consultant? Alors, pour moi, c'est bon. Je vais dire, c'est quelqu'un qui vous met en confiance. Donc ça rebondit sur ta question. C'est pas. Je vais pas aller vraiment là-dessus. Je vais rebondir encore une fois sur mon côté. La personne, il faut qu'elle soit claire, c'est-à-dire elle est censée quand même nous appuyer. Donc il faut que dans sa présentation et dans la présentation des solutions qu'elle peut nous apporter, ça soit clair. En tout cas dans les premiers échanges. Et pour moi, le deuxième point important, c'est l'humilité. Voilà. Je peux pas te dresser le portrait d'un consultant parfait parce que déjà j'estime que ça n'existe pas et qu'il y a différentes manières d'aborder ce métier et d'être bon. Pour le coup, on peut pas. Enfin, j'ai eu la chance de côtoyer des consultants qui n'ont pas du tout la même approche que moi, qui n'ont pas du tout la même organisation, et pourtant ils sont excellents dans leur domaine. Donc, je peux pas dire qu'il y a une typologie parfaite de consultant. Par contre, la clarté et l'humilité, c'est un point commun des consultants que j'ai trouvé pour le coup excellent. C'est ce point commun là, pardon. Généralement, quand je demande à des clients qui ont été déçus par le conseil, parce que je pense que je vais pas te l'apprendre, mais c'est quand même un métier qui peut être difficile, parce que c'est un métier que tout le monde pense pouvoir faire facilement, hein. Ah mais je sais, donc je vais conseiller, et donc j'ai beaucoup de clients qui ont souvent été préalablement déçus par des consultants, et quand je leur demande pourquoi, ils me disent, souvent c'était pas vraiment clair, donc on en revient toujours à cette notion de clarté, et je leur demande qu'est-ce qui n'était pas clair, et ils m'ont donné des exemples, par exemple des approximations de langage. Donc oui, en ce moment je l'ai sur la qualité, on va parler de certification, il y a certains consultants qui vont parler de label, de référencement, etc. Non, c'est une certification. La connaissance des mots amène à la connaissance des choses. C'est important quand même de l'avoir en tête. Et pour le coup, l'humilité, alors pour moi, comment on peut savoir si la personne elle est humble? Déjà dans les premiers contacts, c'est d'identifier le fameux moi-je. Et j'ai vu beaucoup de consultants dans des premières approches qui parlaient plus que leurs clients. Avec le moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça, moi je vais vous dire quoi faire, moi je. Et pour moi, une première qualité d'un consultant, avant d'apporter son expertise, c'est d'être particulièrement à l'écoute du problème. Parce que je suis pas fan des solutions, on va dire, tout en un. À mon avis,
il y a une difficulté une difficulté qui est exprimée de la part du client, il y a des solutions qui peuvent être apportées, il y a des pistes qui sont déjà éprouvées, mais on va dire que il faut arriver à mixer tout ça, et on peut mixer tout ça que quand on a écouté le besoin de la personne. Donc si on fait moi je, on va vendre clairement, mais on rassure pas. Et pour moi, c'est là où on devrait se méfier. Et on devrait se dire, cette personne-là, je suis pas vraiment sûr qu'elle puisse réellement m'apporter ce dont j'ai besoin. Effectivement, mais tu as soulevé un point. On peut être très bon dans son métier. J'ai eu un échange là tout à l'heure à ce sujet. On peut être excellent dans son métier, mais ne pas savoir transmettre. C'est le Oui. propre du formateur et notamment du consultant. On peut être, comme tu dis, excellent dans son métier, la qualité ou quoi que ce soit d'autre, mais d'être capable de transmettre, de faire comprendre à l'autre ou d'adapter, c'est Mhm. pas donné c'est pas donné à tout le monde. Non, c'est clair. Euh, et nous avons du coup plusieurs points en commun, les ressources humaines notamment. Et comment es-tu tombé dedans? Ah, ah. C'est vrai, on se demande comment on s'oriente vers un cursus RH. Alors, moi, je me suis pas orientée vers un cursus RH en premier abord. J'ai fait 4 années de sociologie. J'étais passionnée par la sociologie et particulièrement par la sociologie du travail. Voilà. Le fait de comprendre à travers différentes communautés la manière de travailler, de voir qu'il y avait des reproductions, de voir qu'il y avait des différences, c'était quelque chose qui m'animait profondément. Puis arrivé à un moment assez crucial de mes études, c'est de se dire il faut bien que je trouve un boulot quand même. Donc, qu'est-ce que je vais faire avec un master de sociologie, un doctorat de sociologie? Est-ce que je suis légitime en fait d'aller vers un doctorat de sociologie du travail sans avoir jamais mis un pied dans le monde du travail? Je me suis posé ces questions et je me suis dit non, j'ai pas envie d'être ce type de chercheur qui part d'entreprise sans avoir mis un pied une fois dans une entreprise. Donc je me suis dit, je voudrais garder quand même cette appétence à réfléchir sur le monde du travail et à apporter des préconisations, des réflexions sur ce sujet. Je me suis dit, mais vers quoi je vais pouvoir aller? Et c'est là que les ressources humaines sont arrivées. Je me suis dit, je veux aller dans un domaine où je vais pouvoir voir différents postes, être amené à gérer des mouvements justement de compétences, de carrière, etc. Donc je me suis orientée sur un double cursus du coup économie sociologie pour après prétendre en fait au master de conseil en ressources humaines. Et ce qui est marrant, c'est que dès que j'ai mis les pieds dans les RH, j'ai de suite compris que ce qui était sûr, c'est que je ne ferais jamais RH en interne. Je ne ferai jamais de gestion et d'administration du personnel. C'était pas du tout ma tasse de thé. Par contre, ce qui m'a de suite passionné, c'était un peu ce que je retrouvais dans la sociologie, c'est pouvoir éventuellement aller d'entreprise en entreprise, pouvoir regarder ce qui est identique et ce qui est différent. Et à partir de là, je me suis dit, mais en fait, c'est le conseil qui me tente, qui me botte, etc. Et j'ai commencé ma carrière par du conseil. Je n'ai quasiment pas fait de RH en interne, sauf quand j'étais directrice de centre de formation, ça faisait partie de mes missions, et j'étais pas DRH, j'étais directrice de centre, donc les RH en faisaient partie avec d'autres missions. Et d'ailleurs, c'est peut-être l'une des limites à ma motivation à un moment donné que d'être à l'intérieur d'une entreprise, limitée par une vision d'une entreprise. Et c'est pour ça que je suis retournée d'ailleurs à mes premiers amours en montant mon propre cabinet de conseil avec cette possibilité d'aller voir plusieurs secteurs d'activité différents et d'être passionné par la découverte d'hommes, de femmes, de secteurs qui sont différents et en même temps similaires sur certaines problématiques et d'arriver à essayer de trouver la meilleure manière de les accompagner tout en prenant en compte la spécificité de leur secteur, c'est quelque chose qui m'anime particulièrement. Ok. Et alors, plus spécifiquement dans les RH, qu'est-ce qui te plaît dans le recrutement et en quoi tes services sont un vrai plus pour tes clients? Alors, donc oui, donc effectivement, dans les ressources humaines, il y a forcément, comme tu l'as cité, le volet recrutement. Alors, le recrutement, ça a toujours été pour moi si tu veux, une prestation très concrète des RH. Voilà. D'ailleurs, c'est marrant, je sais pas si ça t'arrive à toi, mais quand on parle un peu autour de nous, de personnes qui sont pas forcément dans le milieu, si on leur dit je suis en cabinet RH,
premier point, c'est ah tu recrutes quel poste, ah tu fais du recrutement, etc. C'est une image hein, qui est collée au RH le recrutement pour le coup. Donc c'est une solution pour moi qui est très concrète, qui est très bien imprégnée dans la tête des gens. Donc déjà c'est qu'elle répond pour le coup à un vrai besoin. Et le rôle du coup du consultant, consultant recrutement ou consultant généraliste RH qui fait du recrutement, peu importe, ça c'est un autre débat. Ça va être de faire partie de cette chaîne, de ce maillon de cette chaîne entre un besoin en compétences exprimé par une entreprise et derrière des personnes qui ont envie de mettre à profit ces compétences pour réaliser une mission et se sentir bien et se sentir utile, etc. Et c'est d'arriver à bien comprendre les besoins, les valeurs, les enjeux de l'un et de l'autre pour que ça matche. Parce que pour le coup, la plus grosse difficulté pour moi dans un recrutement, ça va pas être de valider les compétences techniques ou le salaire ou autre. Ça ce débat. Ça va être pour le coup d'arriver à présenter euh, une personne à une autre personne et qu'elles arrivent à avoir une vision partagée en tout cas du travail, partagée de l'activité. Elles peuvent avoir leurs divergences, mais que d'un point de vue très global, elles puissent aller ensemble dans la même direction. Et ça, mine de rien, ça a l'air facile sur le papier. Mais en vrai, c'est très complexe parce qu'il y a des jeux de pouvoir. Il y a des jeux de pouvoir de l'entreprise qui a vraiment besoin d'embaucher, du candidat qui a vraiment besoin de bosser, qui va dire oui à tout, l'entreprise qui va dire oui à tout aussi dans un autre domaine. Et au final, 2 mois plus tard, c'est la claque. Il y en a un qui part, il y en a un qui licencie, etc. Et on repart à zéro. Et moi, je trouve que le plus intéressant dans ce métier, c'est d'arriver pas au risque zéro parce qu'on est sur de l'humain et c'est faux, mais à limiter le risque en étant cet intermédiaire-là qui va être un peu ce tierce partie qui va un peu calmer les ardeurs des uns et des autres parce que bon, beaucoup de personnes s'emballent, hein, surtout quand on touche au travail et au recrutement, de dire attention, vous aviez dit que vous recherchez un profil comme ça, je sais que cette personne vous a plu, mais vous rappelez-vous ce qu'on a dit, attention, réfléchissez-y, dormez dessus, et inversement de l'autre côté, et d'arriver en fait à présenter 2 personnes qui vont finalement faire un bout de chemin ensemble et qui vont être satisfaites de faire ce bout de chemin ensemble. Voilà. Ok, eh ben, justement, moi, j'entends certains chefs d'entreprise qui nous disent ben, moi, je n'embauche pas car je veux pas faire de social. Qu'est-ce que tu aurais à leur dire à ces chefs d'entreprise-là? Ben, c'est marrant que tu me poses cette question parce que tout d'abord, je comprends la souffrance. C'est-à-dire, je ne veux pas faire du social. C'est aussi le reflet en fait d'une triste réalité, c'est qu'on se retrouve avec des chefs d'entreprise principalement de TPE. Hein, on va pas se mentir, Oui. parce que c'est pas une phrase que tu vas entendre dans des grands groupes. Hein, c'est pas une phrase que tu vas entendre dans des PME structurées avec des RH, des personnes au marketing, etc. Là, pour le coup, il y a des départements qui s'en occupent et non, tu vas pas entendre ça. Par contre, tu vas entendre ça souvent du gérant de TPE qui est au four et au moulin, qui est souvent un technicien d'ailleurs et qui a décidé de monter son entreprise. Ça marche plus ou moins bien, mais il n'a pas été formé, il n'a peut-être pas des fois l'appétence pour gérer et manager des gens. Tu vois. Et donc, à partir de là, lui, il a envie que ça fonctionne. Pour lui, c'est son bébé, c'est sa boîte. Il va embaucher quelqu'un et cette personne, il aura des fois pas les bons mots, peut-être pas la bonne manière d'introduire les gens, peut-être pas la bonne manière de valoriser. Il s'en rend des fois compte ou pas compte, ça c'est un autre détail. Et de l'autre côté, on va avoir des personnes qui vont arriver et vont dire oui, bon, là, il faut que je me libère parce que j'ai mon enfant qui est malade. Pour les plus jeunes qui sont plus transparents, je me suis pris une cuite hier soir, je suis vraiment crevé, je peux pas venir, etc. J'ai des difficultés ci, des difficultés ça. Ils ont l'impression d'endosser une casquette qu'ils estiment ne pas être la leur et pour le coup qui pour eux n'est pas professionnelle. Donc ils arrivent, ils disent j'ai plus envie d'embaucher parce que je suis fatigué. Quand la personne, je compte sur elle et que je ne suis pas d'accord avec elle, elle va se mettre en arrêt maladie. Moi je vais me retrouver dans le jus, je vais pas y arriver, etc. Je suis fatigué, je veux plus faire de social. Et pour moi, tu vois, c'est le reflet un peu de la rupture du contrat de travail moral. Alors pas du contrat de travail comme on l'entend juridique, hein, voilà, mais vraiment le contrat de travail moral, c'est-à-dire ce qui nous relie dans le monde du travail. Le fait que on a une mission à confier, le fait que quelqu'un a envie de faire cette mission, et le fait que tacitement, en fait,
justement, on aille dans la même direction. Et c'est pour ça que ça revient un peu à ta question juste avant sur le recrutement. C'est-à-dire, quelle est la valeur ajoutée d'un bon recrutement, à quoi sert un consultant, etc. Qu'est-ce que je peux apporter à mes clients? Ben non, j'apporte pas quelque chose de magique, j'ai pas une solution magique. Par contre, j'essaie de leur apporter cette sérénité-là pour que justement ce patron-là, il puisse dire, je suis content d'avoir embauché, et que quand la personne arrive et lui dit, ben voilà, je suis malade, machin, il considère pas ça comme du social, parce qu'il a confiance. Là, c'est un problème de défiance, hein. C'est-à-dire, quand un chef d'entreprise se dit, j'embauche pas car je veux pas faire du social, c'est un problème de défiance. C'est-à-dire qu'il n'y croit plus. Il ne croit plus au fait que demain, des gens vont être motivés pour faire le travail qu'il propose. À tort ou à raison, ça, c'est une question de société. Mais pour le coup, moi, je le comprends comme ça. Donc, ça serait un peu moralisateur que d'arriver et de lui dire, tu sais, ça fait partie du job, tu dois t'y faire, machin, etc. Donc c'est pas ma posture. Ça serait plutôt de travailler sur du long terme avec la personne et d'essayer de lui montrer de lui trouver l'élément qui va lui faire capoter cette réflexion-là. Et ça, c'est pas facile. Oui, après, il y a ce point qui est surprenant. Quand tu fais un peu réfléchir les chefs d'entreprise, tu leur dis, ben, c'est quoi ta plus grosse charge dans l'entreprise? Bon, en fin de compte, c'est les ressources humaines, hein, souvent la plus grosse charge dans l'entreprise. Et c'est la charge dont ils prennent le moins soin. Ils prennent des contrats de maintenance pour le photocopieur, pour différentes machines. Mais de s'occuper de l'humain, voilà, c'est problématique. Après, comme tu l'as dit, c'est vrai que le chef d'entreprise, lui, voilà, c'est le technicien, le truc classique dans les TPE qui est devenu chef d'entreprise. Mais il ne sait pas ce que c'est que d'être manager, de manager les gens, c'est quelque chose qui va s'apprendre. Donc, c'est vrai que ça peut être une vraie problématique, d'où l'intérêt soit d'externaliser, soit éventuellement de se former. Et ben d'ailleurs, on va rebondir, on va partir sur l'axe formation. On voit que le développement des compétences est un axe majeur en principe de la pérennisation de l'activité des entreprises. Qu'est-ce que tu en penses de cet axe-là? Oui, en tout cas moi c'est un axe que je défends, donc je vais pas dire le contraire, c'est sûr. Pour moi, et puis la crise sanitaire qu'on a traversée, qu'on traverse encore, hein, nous l'a bien prouvé. On a un besoin d'adaptabilité, on a un besoin d'innovation, on a un besoin d'agilité, et mine de rien, la formation est une des solutions pour développer les compétences, et que c'est nécessaire aujourd'hui d'être dans un schéma de dire que le métier que l'on fait aujourd'hui, ou en tout cas les compétences plutôt que l'on a aujourd'hui, on les retrouvera peut-être pas demain, on les retrouvera certainement pas après-demain. Donc il y a un moment donné, il va falloir se poser la question d'avoir une vision au moins à plus de 2 ans du marché dans lequel on est, des compétences à mettre en place, et d'arriver à structurer pour développer ces compétences avec la formation, avec d'autres moyens, hein, c'est pas un souci. Mais si on n'est pas là-dedans, on va se retrouver, on va ouvrir les yeux à un moment donné et on va dire, ah mince, on m'est passé devant, mince, ah bon ben mes clients ils m'appellent plus, ah ok, ah ben qu'est-ce qu'il faut faire? Et là on va se réveiller et on va apprendre qu'on a 2 ans de retard. Justement, les chefs d'entreprise qui font appel à des centres de formation commencent souvent, dans les TPE, on va dire, par poser la question de savoir si la formation sera remboursée, voire gratuite. Mais est-ce qu'ils se posent vraiment du coup la bonne question sur la formation? Non, non, non. Enfin, pour le coup, je comprends pourquoi il se la pose en court-termiste, hein. J'ai un budget, je pensais pas dépenser X euros dans de la formation. Est-ce que du coup, elle va pouvoir être gratuite? Alors déjà, le terme gratuit me déplaît fortement. Pour le coup, je sais qu'il y en a beaucoup qui l'utilisent. C'est pas gratuit, déjà, c'est financé. Donc à un moment donné, l'argent, il sort pas de nulle part. C'est un réinvestissement d'une cotisation X ou Y. Donc moi, je leur dis souvent, c'est un droit. Donc il faut savoir l'utiliser à bon escient par rapport aux cotisations qui sont déjà effectuées. Après, d'arriver dans cette première logique en disant est-ce que ça va être remboursé, est-ce que c'est gratuit, puis si ça l'est pas, je le fais pas. Bah non, c'est pas se poser la bonne question, puisque ils abordent uniquement la formation d'un point de vue voilà, réglementaire. Bon, bah, je suis obligé de former mes salariés, trouvez-moi une formation gratuite. Et puis déjà qu'il va me prendre du temps, voilà. Ils se posent pas la question qu'on s'est posée avant. C'est-à-dire, bah, dans ce cas-là, pourquoi ne pas faire le point sur
ce qui va se passer pour moi dans 2 ans, ou même dans un an, hein, si 2 ans c'est trop court, dans un an, et essayer de regarder comment je vais pouvoir accompagner au mieux mes collaborateurs ou moi-même, hein, puisqu'il y a aussi un défaut de formation des chefs d'entreprise, hein, ça c'est aussi une vraie question, et de se dire, bon bah derrière si c'est pris en charge tant mieux, si c'est pas pris en charge, bah peut-être que je le budgétise à plus de 6 mois. Mais derrière, j'ai conscience de ce que ça va me rapporter. Ça va apporter de la connaissance, je vais pouvoir mesurer éventuellement le retour sur investissement parce que je vais développer tel et tel marché. Donc, faut penser investissement et pas coût. Et j'avoue que quand on n'est pas sensibilisé au développement des compétences dans la manière large et qu'on a l'impression qu'on paye quelque chose, parce que je les vois bien ces chefs d'entreprise, hein, qu'on paye quelque chose sur lequel on n'a pas la main. C'est sûr que si demain on veut s'acheter le dernier iPhone, on l'a en main. Il n'y a pas de souci, on arrive à voir ce qu'on a payé. Alors on est d'accord sur le prix ou pas, c'est un autre débat, mais on le voit. Alors qu'investir dans le développement des compétences, on peut très bien payer une formation, mais que la personne, que la formation soit mauvaise, que la personne n'arrive pas à développer les compétences derrière, etc. Ah, ça, pour le coup, voilà. Il n'y a pas, comme Apple, un service après-vente de la formation. Ce sera un truc intéressant à débattre d'ailleurs. Chez certains organismes de formation, de créer le SAV de la formation, justement pour le retour sur investissement de la formation qu'ils ont pu dépenser. Mais bon, passons. Donc, tu vois, ils partent de ce principe où potentiellement ils vont perdre. Donc déjà, ils sont pas très optimistes. Ils pourraient dire, mais quelle opportunité je vais arriver à développer grâce à ça. Et ça, ils se posent pas cette question-là. Et donc toute la question, c'est arriver à leur faire prendre conscience, ou en tout cas qu'ils y croient, tout simplement, en ça, et de se dire, allez, je tente. Et du coup, derrière, leur montrer, leur valoriser, c'est aussi le boulot du consultant, hein, valoriser ce qui a été fait et ce que ça leur a apporté. Il y a un point, pareil, auquel ils ne pensent pas. On parle d'apport de compétences. Effectivement, le bon formateur va apporter des compétences. Mais moi, je trouve que, voilà, des formations, il y en a plein. Mais des formateurs, ils sont tous différents. C'est ce qu'on disait tout à l'heure pour les consultants. Pour moi, la force du formateur, c'est que, il apporte de la compétence, mais il apporte de l'énergie, il rebooste les employés. C'est de ressortir de cette formation, que les employés se retrouvent encore plus engagés qu'avant. C'est aussi ça qui est intéressant dans la formation. Oui, mais après, j'ai aussi connu, tu sais, le côté inverse de petites structures. Encore une fois, on est sur les moins de 10 là, principalement, hein, dont je suis en train de me projeter principalement sur les moins de 10. Où tu as des salariés en interne qui refusent ouvertement la formation. Alors déjà, tu as des chefs d'entreprise moyennement convaincus, et puis tu as des salariés qui disent mais non, j'ai pas envie de perdre mon temps, etc. Donc il y a aussi un double travail des fois à faire. Il y a un travail auprès du chef d'entreprise qui est peut-être moyennement convaincu, mais si on appuie un peu sur le réglementaire et qu'on arrive à lui dire mais on pourrait faire celle-là de formation, ça pourrait apporter ça en plus, il va dire tant qu'à faire, on pourrait arriver à le convaincre. Mais quand derrière, on a des personnes qui ont du mal aussi à se mobiliser sur les actions de formation parce qu'elles ont l'impression qu'elles vont perdre leur temps, qu'elles vont être en retard sur leur travail, enfin qu'elles vont ne trouver aucune utilité. C'est difficile. C'est plus facile quand on a des salariés, on nous demande, avec un souhait d'adaptabilité, de développer les compétences, que quand on en a, dès qu'il faut s'absenter de leur train-train quotidien, de leur routine, c'est un effort important et la formation en fait partie. Effectivement. Moi, j'ai une petite anecdote. Une fois, j'ai un client qui a fait former son employé sur son temps de repos, sur sa journée de repos, parce qu'il en avait besoin pendant toute la semaine. D'accord. C'est un concept. Ah oui, c'est pour le coup, c'est un concept. Voilà. Et le pire, c'est sur le côté légal, mais c'est voilà, un concept. exactement. C'est que le pire, c'est que la candidate avait accepté. Et j'ai eu un petit problème de légalité peut-être, mais bon. Ouais, mais bon. Voilà, nous on conseille derrière. C'est eux qui agissent. Hein. À ton avis, est-ce que l'on doit former ses collaborateurs uniquement sur leur métier ou est-ce qu'on peut aller plus loin, leur proposer d'autres formations qui sortent du métier? Pour moi, on doit aller plus loin. Enfin, on doit aller plus loin en fonction du besoin. La formation sur des métiers, sur le développement de compétences techniques est nécessaire, comme on l'a vu tout à l'heure, notamment sur la logique un peu d'innovation, de pas perdre le fil et de pouvoir adapter ses compétences techniques à
de nouveaux process, le numérique ou autre. Donc là, pour le coup, je suis entièrement convaincu de cette approche-là et qui est facile en plus à démontrer hein, sur le côté apport de valeur. Mais je suis encore plus convaincu sur le fait d'arriver à développer ces compétences intrapersonnelles. Et on l'a bien vu, aujourd'hui, ça fait aussi la différence dans le recrutement entre deux profils similaires. On va pouvoir privilégier la personne qui arrive à avoir un développement personnel, un recul sur sa situation, un recul sur sa manière de travailler. Ça va apporter beaucoup pour l'entreprise d'un point de vue collaboration, d'un point de vue management, etc. Les managers, si on y revient, généralement, on va pas les former sur des compétences techniques. On va plutôt les former sur des compétences de gestion d'équipe, d'écoute active, de capacité à mener une équipe à bien, j'allais dire, j'aime pas ce mot, de leadership, mais bon, d'arriver à faire en sorte que les gens adhèrent, suivent, à gérer les difficultés que l'on peut avoir dans le cadre d'une activité, à rester positif, etc. C'est autant d'éléments, la communication non violente, la communication non verbale. Alors, je suis pas une experte de ces sujets, loin de là, mais j'ai conscience de ce qu'ils peuvent vraiment apporter aux compétences, on va dire, intrapersonnelles des collaborateurs dans une entreprise. Ok, merci à toi. Allez, plus généralement, comment tu vois l'avenir de la formation? À ton avis, quelle forme va-t-elle prendre? Alors, moi, je crois beaucoup en deux modèles, pour l'instant, qui sont peu utilisés. Le premier, c'est la FEST, c'est l'action de formation en situation de travail, parce qu'elle me semble être une des formes enfin, une solution pédagogique très adaptée à de nombreuses problématiques de développement des compétences. Donc, pour rappel, la FEST est utiliser le travail comme matière pédagogique. Donc, c'est de partir d'une situation de travail, être en situation de travail éventuellement aussi avec la personne, pouvoir la former sur des cas concrets en poste de travail et travailler avec elle l'explicitation des compétences qui ont été développées. Voilà. Donc ça c'est pas forcément compatible avec tous toutes les formations, on va dire. Par contre, c'est compatible avec tous les domaines d'activité, tous les métiers. Donc ça, j'y crois beaucoup parce qu'on est sur une forme un peu hybride en fait pour le coup de l'apport de compétences avec un aspect direct sur l'activité au niveau du travail de la personne. Le deuxième point pour moi, ça serait, je crois de plus en plus au parcours hybride. Quand je dis parcours hybride, je pense notamment à des programmes de formation où on va avoir un peu de présentiel, de la FOAD justement pour développer certaines compétences qui sont un peu plus théoriques et qu'on n'a pas forcément besoin que le formateur nous rabâche systématiquement une bible de connaissances, des points individuels avec le formateur pour voir si on a bien compris, bien acquis certaines choses, etc. Éventuellement des périodes simulées, un peu de période d'AFEST par exemple. Ben voilà, moi je crois beaucoup à ce type de parcours hybride, déjà qui va s'adapter aussi au rythme de travail des collaborateurs, qui sera pas, ce gros pavé de formation où tu dois aller 3 jours à un endroit et tu apprends des choses. T'es super content, ça t'a sorti de ton quotidien, mais après arriver des fois à raccrocher les wagons avec ton activité, ça devient compliqué selon les profils. Ça va très bien à certains, mais il y en a d'autres pour qui c'est compliqué. Donc là, le côté un peu sur mesure, hybride avec ce mix de modalités là, moi j'y crois beaucoup. Il y a un chamboulement qui est en train d'arriver, et notamment janvier 2022, ça tombe pour tout le monde. Il y a Calliope. Qu'est-ce que c'est que Calliope? Tu peux un peu nous expliquer? Calliope. Alors justement, donc Calliope est une certification qualité. Alors on dit obligatoire à partir du 1er janvier 2022, donc obligatoire. Oui, si vous souhaitez que vos actions de développement des compétences puissent être prises en charge tout ou en partie par des fonds publics ou des fonds mutualisés. Encore une fois, je rassure tout le monde, vous êtes avant tout, enfin l'entreprise est avant tout organisme de formation. Si elle souhaite que ces formations puissent être éligible à ces fonds-là, Calliope deviendra une obligation. Par contre, on peut toujours être organisme de formation, travailler de gré à gré avec ses clients sans passer par ces fonds-là,
et continuer d'exercer après l'échéance du 1er janvier 2022. Donc là, je tiens déjà à rassurer sur ce point-là. Donc c'est une certification qualité. Donc ça veut dire une démarche qualité composée de 7 critères et 32 indicateurs maximum où l'organisme doit apporter une réponse en termes organisationnels, c'est un audit de processus, sur sa manière de fonctionner et que ça soit conforme aux attendus de ce référentiel. Ok, mais du coup, est-ce que toute cette paperasse, est-ce que ça va pas tuer le talent de certains formateurs qui ne veulent pas s'embêter avec tout cet administratif? Parce que j'ai l'impression qu'on rentre un peu dans un univers un peu kafkaïen avec Calliope. Tu vois, il n'y a aucun moment dans le référentiel où est clairement noté, justement, notez tout sur papier. Voilà. Donc je tiens juste à préciser que pour beaucoup de formateurs, notamment des formateurs indépendants, Calliope c'est aussi beaucoup d'explications, beaucoup d'oralité. Je donne un exemple très clair et pour le coup, loin d'être administratif, il y a tout un indicateur sur la coordination entre les parties prenantes. Quand vous êtes tout seul et que vous faites de la formation, vous, tout seul. La coordination avec tout le monde, c'est la coordination avec vous-même, avec vos clients, on est bien d'accord, avec vous, avec vos clients, je veux dire éventuellement l'organisation entre votre vie personnelle et votre vie professionnelle. Pas besoin d'écrire une procédure pour ça. Vous avez un agenda. Vous avez des dossiers qui sont structurés sur votre ordinateur. En tout cas, je vous le souhaite, parce que sinon, pour arriver à délivrer correctement de la formation sans Calliope, c'est déjà compliqué si on n'organise pas au moins un dossier papier ou ordinateur. Donc, quand on arrive à cet indicateur-là, et qu'on fait tout seul, on n'a pas besoin d'écrire une procédure, on n'a pas besoin de faire du papier, on a juste besoin d'expliquer comment on fait. On a juste besoin d'avoir un peu d'organisation pour justement arriver à travailler correctement. Et donc ça, tous les professionnels, je connais pas un professionnel qui ne s'organise pas à minima dans son entreprise ou dans ses activités. Donc il n'y a pas du tout administratif. Justement, pour des formateurs indépendants, c'est plutôt arriver à valoriser des choses qu'ils font déjà, arriver à mieux structurer des choses qu'ils font déjà et sur lesquelles ils sont en souffrance aussi, parce qu'ils courent un peu de partout et avec un peu plus des fois d'organisation et de schéma répétitifs de certains points qu'ils ne font pas, parce que soit ils ne savent pas, soit qu'ils pensent que c'est pas utile, etc. Ça les aide finalement à être plus professionnels, à avoir une meilleure présentation d'eux-mêmes et de leur formation, d'être plus carrés aussi sur ce qu'ils sont en train de présenter, de vendre. Finalement, ça a une valeur ajoutée, mais on en prend conscience généralement que quand on l'a passé, pas avant. Merci Virginie pour ce super éclairage sur Calliope. Et du coup là maintenant j'aimerais passer sur un point totalement différent. Je pense qu'avoir des rêves nous aide à tenir sur la durée, que l'on soit chef d'entreprise ou particulier. Qu'en penses-tu de ça, d'avoir des rêves qui nous poussent? Et moi, j'aimerais bien savoir quels sont les tiens si tu en as. La paix dans le monde? Non, je rigole. Non, ça c'est réservé aux Miss France, c'est ça? Réservé aux Miss France, oui. La paix dans le monde. Non, alors je suis assez d'accord sur le fait de pouvoir avoir des rêves. Alors moi j'en ai eu plusieurs. Le premier c'était pouvoir monter ma propre entreprise, donc ça c'est fait. Donc j'ai envie de te dire le prochain c'est de la maintenir, de la développer, éventuellement de la transmettre. Donc ça c'est un point important. Après un de mes rêves finalement actuellement il est assez pragmatique. Je m'imagine, si tu veux, assez âgé, avec mes plus proches amis, ma famille, en train de faire un peu le point, se rappeler ses souvenirs, etc., un peu sur ta vie, et finalement me dire, on s'est bien marré. Et tu vois, ça paraît bête comme rêve, mais pour moi, ça voudra tout dire. Ça voudra dire qu'on a réussi à prendre la vie du côté qu'elle mérite, en profitant à fond des moments clés. Et si on se souvient réellement qu'on a rigolé et qu'on a vraiment passé de bons moments, le rire pour moi il illustre très bien tout ça. Donc je me dis que si j'en arrive là, je serais
vraiment extrêmement contente parce que je ne serais pas tombée dans l'aigreur, je ne serais pas tombée enfin dans ce côté un peu négatif qui nous tend qui nous tend le bras assez souvent et j'y arriverai pas, je suis fatiguée, ça sert à rien et c'est trop dur et c'est machin et puis le train il est en retard et puis il y a des bouchons etc. et que finalement on entretient cette négativité. Donc me dire que je suis là avec mes amis et ma famille et qu'on se marre bien, je me dis que j'aurais réussi, tu vois. Et ça, c'est un rêve qui me tient. Et c'est un rêve de tous les jours. Du coup, c'est quelque chose qu'il faut maintenir tous les jours, essayer de passer des bons moments tous les jours. C'est pas facile, hein. Faut être très très clair. C'est pas facile, mais pour moi, ça serait la plus belle réussite. Et après, d'un autre point de vue, alors c'est quelque chose que je n'ai jamais réalisé. Je sais pas si je le regretterai un jour. On verra, parce que je pense pas que je vais le mettre en œuvre prochainement. J'avais envie de faire un tour du monde à la base. Moi, c'était quelque chose qui m'intéressait énormément. Un peu, ça reprend un peu ce que je t'ai dit sur la socio. Ça fait partie un peu de mon leitmotiv d'aller découvrir d'autres manières de fonctionner, d'autres manières de penser. Et donc j'avais vraiment envie de prendre mon sac à dos et d'aller faire ce tour du monde. J'ai pas eu le courage de le faire après mes études, ni pendant mes études. C'est peut-être une erreur. Après, tant pis, c'est comme ça, parce que c'était peut-être le moment de le faire. Moi, j'étais plutôt carriériste au démarrage. Je me suis dit, non, il faut que tu fasses tout bien. Résultat des courses, j'ai démarré comme tout le monde à rechercher du boulot. Et là, ça a été la grosse claque. Et je me suis dit, mince, j'aurais peut-être dû partir profiter, apprendre un peu mieux l'anglais, etc. C'était un projet que je voulais faire avant de monter l'entreprise et j'ai eu l'opportunité de développer l'entreprise du coup à la place. Et là, avec la crise sanitaire qu'on a rencontrée, ça met un peu des barrières, on va dire, à tout ça, en tout cas des barrières organisationnelles, pas des barrières de motivation. Et c'est vrai que ça m'a un peu coupé cette envie. Et puis l'entreprise aussi est assez prenante, donc d'un côté comme de l'autre, je me suis un peu calmée sur ce sujet-là. Mais ouais, ça faisait partie on va dire d'un rêve que j'ai depuis plusieurs années. Ouais. Ok, merci à toi. Allez, pour conclure cette interview, j'ai toujours 3 petites questions. Ok. Tout d'abord, c'est quoi ton livre du moment ou alors un livre qui te booste, qui te tient particulièrement à cœur? Alors, mon livre du moment, c'est pas un nouveau livre, c'est un livre assez ancien. C'est Le Dieu fleuve de Wilbur Smith. Voilà, donc c'est un livre, alors je suis fan d'Égypte, donc c'est sur l'Égypte antique, et ça parle justement de l'invasion des Hyksos à un moment très particulier de l'Égypte quand c'était séparé entre la Haute et la Basse Égypte. Donc c'est un roman, on est d'accord, donc ça me fait voyager justement. Ça fait du bien de lire justement de lire des livres qui nous font voyager. Par contre, pour répondre à ta deuxième question, un livre clé pour moi, mon livre préféré, c'est La Nuit des Temps de Barjavel. Donc je relis assez, ouais, je relis assez régulièrement. Là, c'est un petit moment que je l'ai pas lu, mais La Nuit des Temps de Barjavel, je suis archi fan de ce livre. Mon plus grand souhait, ça serait qu'un jour il puisse être, tiens, on parlait de rêve, qu'il puisse être au cinéma. J'aimerais bien voir ce que ça donne sur un grand écran. Et c'est un livre, je sais plus de quelle année il est. Je veux pas dire de bêtises, mais je pense qu'on devait être dans les années 50, 50-60 maximum. Ouais. Quand il est sorti. Si tu le lis encore aujourd'hui, toutes les questions qui sont amenées, déjà scientifiquement, elles ont il y a un écho et philosophiquement, on est en plein dedans. Voilà. Et pourtant, ce livre a plus de 50 ou 60 ans. Voilà. Donc, je trouve que c'est assez intéressant en termes de réflexion. Puis c'est un roman de fiction, donc c'est aussi un bon moment de détente. Ouais. Euh, du coup aussi, quelles sont tes valeurs? Les valeurs, il y en a beaucoup qu'on peut défendre en tant qu'individu. Moi, il y en a une qui me tient particulièrement à cœur. Ça va être le respect. J'attache beaucoup d'importance au respect. Alors, quand je parle de respect de la personne. Dans son entièreté. Je suis un peu, on pourrait dire un peu vieille France sur le sujet. C'est avant de rentrer dans une salle, je frappe. Je pars du principe que on ne m'attend pas forcément. Donc je préviens les personnes que je rentre dans la salle. Je rentre dans un endroit, je dis bonjour, je dis au revoir. Je prends beaucoup de considération pour les métiers les plus compliqués, les plus difficiles. J'en ai fait moi-même. Je viens d'une famille où c'est beaucoup de métiers manuels aussi. Donc ce respect-là en fait de la personne dans son entièreté
fierté, même si on partage pas les mêmes points de vue, même si on partage pas les mêmes valeurs sur d'autres sujets, au moins qu'on se respecte. Et du coup, à contrario, j'ai beaucoup de haine, hein, on peut dire ça, pour des personnes qui justement ne respectent pas les autres. Donc là, c'est sûr que tu me verras rarement, on va dire, en train d'échanger et en train de profiter d'un bon moment avec des personnes qui sont particulièrement irrespectueuses. Ah bah écoute, je te rejoins à 200% là-dessus. Hein. Voilà, j'ai un peu ce côté vieille France, moi aussi. Et j'en discutais tout à l'heure, parce que moi, je fais de la formation à des BTS récemment, là. Et je découvre l'univers de 18-25 ans. Voilà. Et je leur ai fait une petite leçon sur le respect. La dernière fois, je me suis marré parce que pour eux, le respect était super important, mais on n'a pas les mêmes valeurs sur le respect. C'était assez marrant. Allez, pour conclure, est-ce que tu as une citation ou un mantra qui te tient à cœur? Oui, alors c'est d'Épictète. Et attention, je vais prendre ma plus belle voix pour ne pas l'écorcher. Alors, ouvrez les guillemets. Nous ne pouvons pas choisir les circonstances extérieures, mais nous pouvons toujours choisir la façon dont nous répondons à celles-ci. Ouais, Voilà. super. Je pense que ça résume tout ce que Ouais, exactement. Ouais, non, complètement. Eh bien, écoute, voilà, nous sommes arrivés à la fin, Virginie. Je te remercie encore une fois d'avoir accepté cette interview. J'ai encore une fois passé un moment merveilleux. Ces interviews, chaque fois, c'est un véritable plaisir. J'espère que nos auditeurs et auditrices auront appris plein de choses. Je mettrai dans les notes notamment comment te suivre sur LinkedIn, sur Twitter, voir ton site, ainsi de suite. Il y aura toutes ces informations. Donc encore une fois, mille merci. Et écoute, je te souhaite du coup une bonne soirée. Toi aussi, merci à toi. Et voilà, l'interview est terminée. J'espère qu'une fois de plus, vous avez apprécié d'écouter mon invité, que vous avez appris plein de choses, puisque l'intérêt de ces interviews, c'est aussi d'apprendre plein de choses. J'espère que Virginie vous a appris plein de choses, vous a donné envie de vous faire conseiller, accompagner, former. Vous voyez comme quoi c'est très important. Je vais vous mettre dans les notes de l'épisode comment trouver Virginie, la suivre sur Twitter, sur LinkedIn, voir son site. Et en parlant de choses importantes, vous le savez, qu'est-ce que c'est qui est très important pour moi? Eh bien oui, c'est la note 5 étoiles sur Apple Podcast. Donc abonnez-vous, likez, partagez, mettez-moi une note 5 étoiles. Et si Apple, c'est pas votre truc, c'est pas grave. Ce que vous pouvez faire pour m'aider, c'est de partager cet épisode autour de vous. Comment le faire? Un petit clic droit, partager par WhatsApp, par message, sur Messenger, sur Facebook, où vous voulez. Ça m'aidera beaucoup. Je vous en remercie 1000 fois. Et sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, soirée, après-midi. Je ne sais pas à quel moment vous m'écoutez, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, je vous dis à lundi prochain.